Il est encore tôt ce matin du 5 septembre 2021. Conakry dort encore. Ou presque. Dans les quartiers populaires, les premières vendeuses commencent à installer leurs étals. Les mouedzines ont déjà lancé leur appel à la prière de l'aube. La ville respire lentement, comme elle le fait chaque matin, entre chaleur humide et odeur de mer. Rien, absolument rien dans l'air ne laisse présager ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et pourtant, dans l'ombre, les pièces du puzzle sont déjà en place depuis plusieurs jours. Les hommes sont positionnés, les armes sont chargées, les communications sont coupées entre les unités loyalistes. Mamadi Doumbouya, 46 ans, ancien sous-officier de la Légion étrangère française, commandant du groupement des forces spéciales de Guinée depuis 2018, a tout planifié dans les moindres détails. Cette nuit ne sera pas une improvisation. Ce sera une exécution froide, millimétrée, implacable. Les forces spéciales se mettent en mouvement avant l'aube. Des colonnes de véhicules blindés remontent les grandes artères de la capitale guinéenne en direction du palais présidentiel de Sékou Toureya, cette résidence fortifiée qui surplombe l'océan Atlantique, symbole du pouvoir depuis l'indépendance. Les hommes de Doumbouya sont entraînés, équipés, déterminés. Ils ne sont pas venus négocier. Ils sont venus prendre. Et cette distinction-là, elle va coûter très cher en vies humaines. Parce que contrairement à ce qui va se passer quelques mois plus tard au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où les coups d'État se dérouleront dans un relatif calme, presque chirurgicaux, presque sans effusion de sang, celui de Guinée va être d'une brutalité rare. Les gardes loyaux au président Alpha Condé résistent. Des combats éclatent aux abords du palais. Des tirs nourris retentissent dans plusieurs quartiers de la capitale. Des civils pris entre deux feux tombent. Des soldats meurent. Des hommes armés règlent de vieux comptes, profitant du chaos ambiant. La ville se réveille en sursaut sous les détonations. Les habitants barricadés chez eux. Les téléphones qui ne passent plus. Les réseaux sociaux qui s'affolent avec des images floues, des vidéos tremblantes, des informations contradictoires qui se succèdent à toute vitesse. Le bilan réel de cette nuit-là, personne ne le connaîtra officiellement. Et c'est précisément là que réside l'un des premiers scandales de ce coup d'État. Parce que les morts, en Guinée ce matin du 5 septembre, font l'objet de ce que les observateurs appellent pudiquement une omerta absolue. Le nouveau pouvoir ne communiquera jamais de chiffres précis. Les institutions internationales se montreront étrangement discrètes. Mais les témoignages, eux, parlent. Les associations de femmes, celles qui ont perdu un mari, un frère, un fils dans ces heures de folie, continueront pendant des mois à porter en silence le deuil d'hommes dont la mort n'a jamais été officiellement reconnue. Les estimations les plus sérieuses, recueillies sur place par des journalistes et des chercheurs qui ont osé poser les questions que d'autres évitaient, font état d'un bilan compris entre 100 et 160 morts. 100 à 160 familles brisées. 100 à 160 histoires de vie fauchées en quelques heures. Et un silence institutionnel assourdissant pour toute épitaphe. Pendant que les combats font rage aux portes du palais, Alpha Condé lui-même se retrouve dans une situation d'une humiliation absolue. Cet homme de 83 ans, qui a consacré toute son existence à la cause de la démocratie africaine, qui a passé des décennies en exil à Paris à dénoncer les dictatures de son pays, qui a finalement accédé au pouvoir en 2010 au terme d'une vie de combat politique, se retrouve encerclé, capturé, filmé. Les images font le tour du monde en quelques minutes. Le président guinéen, en tenue décontractée, entouré de soldats en treillis, les yeux hagards, le visage défait. C'est la fin d'une ère. C'est surtout la fin d'une illusion, celle d'un homme qui croyait avoir verrouillé suffisamment son régime, car il faut comprendre qui est vraiment Mamadi Doumbouya pour mesurer l'ampleur de ce renversement. Cet homme n'est pas né dans les cercles du pouvoir guinéen.
Il est issu de la diaspora, formé à l'étranger, passé par les rangs de la Légion étrangère française, cette unité mythique qui recrute ses soldats parmi les meilleurs combattants du monde entier, sans distinction de nationalité. Il a ensuite reçu des formations militaires d'élite à Thiers, à Libreville et à l'école de guerre de Paris. Quand il revient en Guinée au début des années 2010, il est auréolé d'un prestige que ses pairs ne lui pardonnent pas. Les hauts gradés de l'armée guinéenne, ceux qui ont gravi les échelons à la sueur de leur front dans les garnisons poussiéreuses de l'intérieur du pays, regardent ce légionnaire de retour de France avec un mélange de suspicion et de jalousie à peine dissimulé. Qui est-il pour être promu aussi vite? Qui est-il pour bénéficier de toutes ces formations, de tous ces privilèges? La réponse que tout le monde se chuchote dans les couloirs de l'état-major, c'est qu'il est originaire de Cancan, le fief électoral d'Alpha Condé, et que c'est là, et seulement là, que réside la vraie raison de son ascension fulgurante. Cette rancœur profonde, enfouie, jamais exprimée ouvertement, mais jamais oubliée non plus, va façonner toute la suite. Elle explique pourquoi Doumbouya, une fois au pouvoir, ne fera jamais pleinement confiance à cette armée qu'il a formellement soutenue ce matin du 5 septembre. Parce qu'il sait mieux que quiconque que ce soutien n'était pas un soutien pour lui. C'était un rejet d'Alpha Condé. Un rejet de ces réformes qui avaient considérablement réduit les prérogatives financières des officiers. Un rejet de ce troisième mandat inconstitutionnel que le vieux président avait arraché en 2020 dans un contexte de violence politique qui avait déjà profondément fissuré le pays. Les soldats qui ont suivi Doumbouya ce matin-là ne l'ont pas suivi parce qu'ils croyaient en lui. Ils l'ont suivi parce qu'ils en avaient assez de l'autre. Et dans l'ombre de tout cela, une présence que personne n'expliquera jamais vraiment. Parmi les images qui circulent ce jour du 5 septembre, des témoins rapportent avoir aperçu des militaires américains qui suivent de près le convoi des forces spéciales. Pas en retrait, dans le convoi. Et quelque part, dans une voiture garée à distance respectable du palais, un officier lié à la France, lié personnellement à Doumbouya, attend lui aussi calmement que les coups de feu cessent. Il ne participe pas, officiellement, mais il est là, et il sait. Et cette présence-là, discrète, presque fantomatique, soulève des questions que les chancelleries occidentales ne répondront jamais clairement. Que savait-on à Washington et à Paris avant ce coup d'État? Jusqu'où allait l'information? Jusqu'où allait la complicité? Au milieu de la matinée, tout est terminé. Le palais est aux mains des forces spéciales. Alpha Condé est prisonnier. Doumbouya se présente devant les caméras en tenue militaire, entouré de ses hommes, et prononce les mots que le monde attendait. La Guinée a un nouveau maître. Les rues de Conakry se remplissent de Guinéens en liesse, certains en tout cas, ceux qui voulaient depuis longtemps la fin du régime Condé. Mais dans les quartiers où des corps ont été ramassés à l'aube, dans les maisons où des femmes attendent en vain le retour d'un homme parti au petit matin, il n'y a pas de fête. Il y a des pleurs. Et un silence lourd, épais, qui dit à lui seul ce que les discours officiels ne diront jamais. Ce matin du 5 septembre 2021 restera comme l'une des pages les plus sombres de l'histoire récente de la Guinée. Non pas parce qu'un président a été renversé. Les coups d'État en Afrique de l'Ouest ne sont malheureusement pas une nouveauté. Mais parce que ce coup-là a été sanglant là où d'autres ne l'ont pas été. Parce que ces morts n'ont jamais été comptés officiellement. Parce que ces commanditaires réels n'ont jamais été nommés clairement. Et parce que l'homme qui en est sorti vainqueur va très vite réaliser qu'il a ouvert une boîte qu'il ne pourra plus jamais refermer. Il a pris le pouvoir par les armes, et désormais, il devra vivre avec la certitude que d'autres, autour de lui, pensent exactement comme il pensait en septembre 2021. Que le pouvoir se prend. Et qu'il se reprend. Le costume est bien taillé. La cravate est nouée avec soin. Les chaussures brillent. Mamadi Doumbouya se tient droit derrière le pupitre présidentiel, le regard fixe, le visage impassible, comme il l'a toujours été. Il a prêté serment. Officiellement, la transition est terminée. Officiellement, la Guinée a un président élu.
Officiellement, la page du coup d'État du 5 septembre 2021 est tournée. Les caméras sont là, les drapeaux flottent, le protocole est respecté, les discours sont prononcés. Tout est en ordre. Tout a l'apparence de l'ordre. Mais derrière cette façade soigneusement construite, derrière ce décor de légitimité institutionnelle qu'on a mis 4 ans à fabriquer, quelque chose gronde. Quelque chose que Doumbouya entend mieux que quiconque, parce qu'il connaît ce bruit-là. C'est le bruit de ceux qui préparent. C'est le bruit qu'il faisait lui-même, en silence, avant septembre 2021. Il faut comprendre ce que représente cette prestation de serment pour mesurer à quel point elle est à la fois un aboutissement et un piège. 4 ans pour organiser cette élection. 4 ans pendant lesquels l'État a été militarisé méthodiquement. Les préfets, des militaires. Le ministre de l'administration territoriale, un général. L'administration électorale, encadrée par des hommes en uniforme. Tout a été pensé pour garantir un résultat précis. Et le résultat a été celui attendu. Mais à quel prix politique ? À quel prix en termes de légitimité réelle, celle qui se construit dans les cœurs et les esprits d'un peuple ? Les forces vives ont répondu par le boycott. Elles ont dénoncé ce qu'elles qualifient de mascarade électorale, un second coup d'État, institutionnel cette fois. Selon elles, Doumbouya a fixé seul les règles de la transition, promis de les respecter, puis les a contournées. Il aurait confisqué le processus électoral pour garantir sa propre victoire. Dans un pays où la fraude électorale est souvent évoquée comme une pratique enracinée, peu s'attendaient à un scrutin consensuel. Mais pour beaucoup d'observateurs, le cynisme affiché dépasse les précédents. La contestation n'est pas marginale, elle traverse des pans entiers de la société. C'est dans ce climat tendu qu'émerge une information lourde de conséquences. Une tentative de déstabilisation serait en préparation. Pas une simple rumeur, une action structurée portée par des hommes connaissant les rouages du système. Des hommes en uniforme. Des hommes issus du même appareil sécuritaire. Certains ont peut-être assisté à la cérémonie, applaudissant en façade, tout en calculant déjà l'après. Cette possibilité suffit à installer un doute permanent. Pour comprendre la situation, il faut aussi s'arrêter sur la trajectoire de Doumbouya. Ancien membre de la Légion étrangère française, il a été formé dans une culture de discipline et d'anticipation. Lire les intentions derrière les visages neutres, identifier les menaces avant qu'elles ne se matérialisent, ces réflexes font partie de son parcours. Depuis 2021, il s'appuie prioritairement sur les forces spéciales, son cercle rapproché. Le reste de l'armée est surveillé par un système d'équilibre interne. Promotion ciblée, avantages matériels, surveillance croisée, la stratégie vise à prévenir toute coalition hostile. Mais l'histoire politique guinéenne rappelle que ces équilibres sont fragiles. Le pouvoir dans ce pays, c'est souvent conquis et conservé par la force. L'histoire récente de la Guinée est marquée par des successions brutales. Sékou Touré a dirigé le pays pendant plus de 2 décennies dans un climat de forte répression. Lansana Conté est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1984 et a lui-même traversé des périodes d'instabilité avant de mourir en fonction. Alpha Condé, renversé en 2021, avait survécu à une tentative d'assassinat en 2011 avant de perdre le pouvoir 10 ans plus tard. Cette continuité nourrit une évidence. Chaque dirigeant a cru, à un moment, avoir suffisamment sécurisé sa position. La militarisation engagée depuis 2021 peut être lue comme une stratégie de gouvernance, mais aussi comme une stratégie de survie. Placer des officiers à des postes clés limite l'espace d'organisation civile, mais crée aussi un appareil composé d'hommes formés aux mêmes techniques de prise de pouvoir. Chaque nomination consolide l'autorité immédiate tout en multipliant les acteurs capables, le cas échéant, d'agir contre elle. À cela s'ajoute l'environnement régional. L'Afrique de l'Ouest traverse une période de recomposition profonde. Les équilibres diplomatiques évoluent entre partenaires traditionnels et nouvelles puissances.
Les organisations régionales peinent à imposer des transitions consensuelles. Dans ce contexte, Doumbouya adopte une posture pragmatique, évitant les ruptures spectaculaires tout en préservant des marges de manœuvre. Cette stratégie lui permet de limiter l'isolement, mais elle ne garantit aucun soutien inconditionnel en cas de crise majeure. Ainsi, derrière la solennité de la prestation de serment, une réalité plus complexe se dessine. La légitimité constitutionnelle affichée reste contestée par une partie significative de la classe politique et de la société civile. Elle repose sur un équilibre institutionnel encore fragile. Si une tentative de déstabilisation se confirme, elle ne viendrait pas nécessairement de l'extérieur, mais de l'intérieur même du système sécuritaire. L'histoire nationale montre que les ruptures les plus décisives surgissent souvent des cercles proches du pouvoir. Doumbouya connaît cette logique. Il en a été l'acteur en 2021. Cette expérience constitue à la fois un atout et un rappel constant de la vulnérabilité inhérente au pouvoir militaire. La Guinée se trouve donc à un moment charnière. La transition officielle est achevée, mais la stabilité durable dépendra moins des cérémonies que de la capacité à apaiser les tensions politiques, restaurer la confiance et ouvrir un espace institutionnel crédible. Dans ce paysage incertain, une certitude demeure. L'apparence de l'ordre ne suffit pas à garantir sa permanence.